Je vais donner le micro à Olivier Mirguet qui va animer cette table ronde. Et puis, écoutez, nous vous écouterons tout à l'heure et merci à tous. Merci Nadia. Merci Nadia, bonjour. Je suis Olivier Mirguet, journaliste. Je suis journaliste à l'Express et j'ai le plaisir d'animer ce matin cette table ronde sur l'art et l'anormalité. Art et anormalité, un sujet qu'on va aborder avec un galeriste, une historienne de l'art, un auteur qui s'est intéressé à la photographie, un spécialiste du cinéma, un spécialiste de la génétique. Vous voyez, la composition de la table ronde est vraiment très multipolaire. Je commence par présenter les intervenants. Chantal Poulain, vous êtes psychanalyste, vous êtes parisienne. Dans votre clientèle, il y a des artistes. Vous allez nous parler de leur processus de création. Jean-Louis Mandel, vous êtes le premier vice-président du Forum. On vous connaît, vous êtes généticien. Jean-Pierre Rich-Frisch, vous êtes galeriste à Strasbourg, mais votre galerie a une réputation internationale. Vous êtes spécialiste de l'art brut. Joëlle Cabot-Pijaudier, vous êtes la directrice des musées de Strasbourg. Farouk Gounaltaï, vous êtes le directeur du cinéma L'Odyssée, juste à côté. Sandrine Roudex, vous êtes journaliste, écrivain, photographe, et vous êtes l'auteur d'un livre sur la photographe américaine Diane Arbus, qui s'appelle Diane dans le miroir. Et Julie, vous êtes notre grand témoin, vous êtes auteur, compositeur, chanteuse, et vous êtes connue pour votre bon répertoire et votre grand registre dans le rock. On commence par une définition de l'art et du processus créatif avec Madame Poulain. Comment un artiste crée-t-il? Quels sont les ressorts de la création chez un artiste? Merci. Alors, en tant qu'analyste, je me suis référée aussi à... Ah, le micro, oui. J'ai repris pour définir la pulsion qui animait le créateur à ce qu'a pu en dire Freud et que j'ai vérifié dans ma pratique personnelle. L'art est issu serait la sublimation des pulsions sexuelles. C'est-à-dire la sublimation des pulsions sexuelles, c'est en fait la libido qui serait canalisée non pas dans un but courant, dans une relation sexuelle, mais qui serait utilisée pour créer. L'artiste serait mu par cette libido canalisée. J'ai pu vérifier dans ma pratique qu'il y avait un rapport entre la sexualité contenue chez les artistes, parfois consciemment, pour pouvoir créer. En dehors de ce point que je voulais quand même, qui me semble très important pour savoir d'où vient cette poussée vitale, cet élan de création, je voulais aussi parler de ce que dit l'artiste quand il vient en analyse, quand il vient ou quand il ne vient pas. Mais qu'est-ce que c'est que la production artistique? L'analyste est là lorsque l'artiste vient pour avec lui reprendre ses productions comme des éléments inconscients, comme ça, inconscients, que l'on va travailler. Par exemple, un romancier qui entre en analyse, on va travailler sur ses personnages, l'histoire qu'il écrit, qu'il a envie de... À partir de là, on voit ce qu'il dit de lui, de sa souffrance, de son plaisir, de son inconscient, un peu comme l'analyse des rêves. Par ailleurs, oui, je continue. Là, c'est l'artiste qui vient et qu'est-ce qu'il dit, au fond.
Dans un second temps, je voulais aussi parler de l'émotion que peut déclencher en nous le travail de l'artiste, que ce soit dans tous les milieux. Pourquoi on est touché, pourquoi on va pleurer soudain, rire, être ému. Parce que pour l'analyste, il y a les personnes qui viennent alors à ce moment-là me dire voilà, j'ai pleuré terriblement en revoyant cette scène dans un film, où cette histoire m'a bouleversée. Eh bien, on retrouve des éléments personnels, inconscients, parce que c'est pas un hasard, si quelque chose dans tous les domaines de l'art, on y est plus sensible, on y est plus réceptif, et ça réveille en nous un monde inconscient de notre histoire, des éléments de notre histoire personnelle qui est resté enfoui. C'est l'art, l'artiste est aussi un révélateur pour le public, enfin pour nous qui n'en sommes pas. Voilà, donc vous donner d'autres exemples cliniques, si je peux. Donnez-nous un exemple clinique pour qu'on puisse après venir sur le thème de l'art et de l'anormalité. Et de l'anormalité, alors... là, c'est quelqu'un qui n'est pas venu en analyse, qui était très réfractaire à l'analyse. Et c'est un romancier, avec qui j'ai parlé lors d'une soirée. Et je lui ai dit, mais pourquoi ne voulez-vous pas... Qu'est-ce qui vous retient ? Et il m'a dit, au fond, j'ai peur. J'ai peur de ne plus pouvoir écrire. Alors, c'est sa béquille. Je me suis dit, il a besoin de ça pour... il faut pas... C'est tout. Il a besoin de ça pour vivre, pour avoir un équilibre. Et il aurait... Alors, par la suite, j'ai appris que cet homme avait fait une bouffée délirante. Voilà, entre autres, pour un petit peu... il y a d'autres cas d'artistes qui viennent volontiers en analyse pour se comprendre, pour dire, mais qu'est-ce que je dis là ? Qu'est-ce que j'exprime ? Où est mon désir ? Alors, ce que je voulais quand même... Là où je voulais insister, c'est... j'ai parlé de la libido comme moteur qui anime l'artiste ou le mène à produire. Alors, il y a toujours une notion de plaisir. Puis on sublime ses pulsions sexuelles, mais il y a du plaisir, et beaucoup de plaisir chez les artistes qui quelquefois créent dans des pulsions, dans des moments, on pourrait dire des moments de folie, mais ils sont comme embrasés ou enflammés et produisent, je dis pas tous, mais et puis le plaisir aussi que on retrouve quand on va au spectacle, quand on est devant un tableau, une photo. C'est toujours cette notion de plaisir. Et ce qui me vient, c'est Freud qui s'était intéressé aux créateurs littéraires, disait que c'était un peu comme un enfant qui joue. C'est ludique. On sait que
Pour l'enfant aussi, c'est très sérieux. Le jeu est très sérieux. Pour l'artiste aussi. Et puis, je pense que le plaisir, c'est très sérieux. Voilà sans Merci. trop. Merci pour cette introduction. Merci pour cette introduction. Sandrine Roudex, est-ce que dans le processus de création de photos, de reportage photo, et dans les portraits de Diane Arbus, il y a un grain de folie? Alors en fait, je voulais surtout réagir, donc je suis romancière et photographe, et je voulais réagir à ce que vous disiez justement sur l'acte de création. Mon dernier livre parle de Diane Arbus, mais c'est mon 3e roman, et en fait, en tant que romancière dans la littérature, on crée effectivement dans un lâcher-prise. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent la nuit, beaucoup d'écrivains aussi qui prenaient de l'absinthe, par exemple, dans cet abandon qui permet de sortir des codes, des cadres, des clous, et de rentrer dans son moi profond, avec sa part monstrueuse aussi, inavouable. On dit souvent en littérature qu'on ne fait pas de la littérature avec des bons sentiments, on fait de la littérature avec tout ce qu'on va chercher, et qu'on va chercher souvent dans l'inconscient, sur le divan d'une analyste. Madame Cabot-Pijaudier, est-ce qu'il existe spécifiquement un art des fous? Merci beaucoup, c'est une vaste question. Bon, il se trouve qu'à un moment de mon parcours professionnel, j'ai eu à accueillir une collection d'art brut, la seule collection publique d'art brut conservée dans un musée, et que pendant 12 ans, je l'ai étudiée, je l'ai exposée dans diverses configurations. Alors, si vous me permettez, et pour répondre à votre question, je crois qu'il faut faire une petite plongée dans l'histoire qui sera utile, voilà, pour cerner le substrat de cette problématique. Effectivement, l'intérêt pour la production des malades mentaux n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Elle plonge dans les racines du 19e siècle, et elle a été le fait de médecins cultivés qui ont recueilli les productions de leurs patients, dans un premier temps à fin symptomatologique, pour étudier les formes de l'expression de la folie, mais très rapidement parce qu'ils reconnaissaient en ces formes d'expression de véritables œuvres d'art. Alors je ne peux pas tous les citer, mais pour vous donner quelques indications, en 1907, Marcel Réja, médecin, écrit L'art chez les fous, le dessin, la prose, la poésie. En 1908, le docteur Morgenthaler, en Suisse, à la Val d'Ao, étudie l'œuvre de Wolfli, qui est un des plus grands artistes de l'art brut. Il écrit un livre qui s'appelle Un malade mental en tant qu'artiste. Puis, un peu plus tard, Hans Prinzhorn rassemble la collection de la clinique de Heidelberg et écrit un livre qui s'appelle Expression de la folie, en allemand, qui est connu en France grâce à Max Ernst et qui va inspirer les surréalistes. Alors cette collection ouvre sur un volet funeste de la manière dont l'art psychopathologique, on disait à l'époque, a été traité, puisque cette collection a servi de base aux expositions d'art dégénéré. On la voit encore aujourd'hui à Heidelberg, mais une partie a disparu. Et il faudra attendre la guerre, l'après-guerre, l'action du docteur Bonafé, que tout le monde connaît, qui a été un des grands pionniers de la réforme asilaire, pour que on s'intéresse à nouveau à cet art psychopathologique, et à l'hôpital Sainte-Anne notamment, où se trouve aujourd'hui cette collection. Mais pour aller un petit peu plus loin dans l'histoire, c'est le romantisme en fait qui a ouvert la voie, et on connaît les liens, les ponts entre art et folie, et le nombre d'artistes qui ont prôné la libération des instincts. Vous parliez à l'instant de sortir des codes et de casser les cadres, et il s'agissait de cela, et exalter la proximité entre art et folie. Et là aussi, les artistes ont été nombreux, de Kleist, Nerval, Maupassant, le Horla, Victor Hugo, dont on connaît aussi les dessins spirites, et puis bien sûr beaucoup d'autres. Je ne peux pas tous les citer, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu une conjonction entre Prinzhorn, par exemple, ce substrat romantique, et
plus loin, le moment où la notion d'art des fous, comme on disait à l'époque, apparaît dans les écrits de André Breton, qui écrira plus tard L'art des fous, la clé des champs, et à travers le surréalisme, où là, la folie est abordée comme libératrice, comme une expression de l'inconscient. Bon, on sait que Breton a rencontré Freud, même si ça ne s'est pas formidablement bien passé. Et effectivement, bon, Breton, il faut savoir aussi, voulait faire des études de médecine et a soigné des malades mentaux qui revenaient du front pendant la Première Guerre mondiale à Saint-Dizier. Et c'est là où il a commencé effectivement à s'intéresser aux dessins de malades mentaux. Et effectivement, cela a nourri la réflexion et l'élaboration de la pensée surréaliste jusqu'à Nadja, mais chez d'autres comme Sarah et bien d'autres. Et c'est dans ce creuset que Dubuffet est apparu, puisqu'il a découvert avec Breton des œuvres de malades mentaux dans les années 20, et que en 1945, après la guerre, après ces atrocités, ému par un espèce de désir dont on pourra parler, de retour à un art d'origine, un art pur, contre une culture asphyxiante, et c'est là où on retrouve l'idée de s'affranchir des codes et que la folie pourrait ouvrir la voie pour les artistes pour aller vers une liberté plus grande. Donc Dubuffet crée cette notion, rassemble sa collection, elle échappe à la France, elle est installée à Lausanne où on peut encore la voir en 1976, et elle va influencer beaucoup d'artistes jusqu'à aujourd'hui. Et alors je terminerai cette rapide introduction en citant le grand commissaire d'exposition Harald Zeeman, qui disait qu'il avait montré d'ailleurs en 72 à la Documenta de Kassel des œuvres de malades mentaux à côté d'œuvres de grands artistes contemporains, donc prenant à rebours l'horrible démarche nazie dans le cadre des expositions d'art dégénéré. Et il disait que les malades mentaux sont garants de l'intensité de l'art. Donc ça, c'est en 1972. Et Dubuffet avait dit avant lui, il n'y a pas plus d'art des fous que d'art des malades du genou. Voilà, quelques éléments d'introduction. Excellente citation de Dubuffet. Merci pour votre introduction historique. Jean-Pierre Ritschfrisch, quel est l'écho de l'art brut dans la société contemporaine ? Alors, je vais commencer par rappeler un petit peu les origines de à quoi on est arrivé par rapport aux médecins. On est en 1656. Il y avait des hôpitaux généraux avec des maisons de fous. À vrai dire, les maisons de fous, c'était des prisons. Dedans, on y mettait les malades mentaux, les gens qui avaient un défaut, un bec de lièvre, un pied beau, et les femmes adultères. Pourquoi les femmes ? C'était comme ça, avec des boulets. Ce n'est qu'en 1793 qu'un médecin français, le docteur Pinel, est le premier à pénétrer dans ces hôpitaux, qui ont après sont séparés, pour les hommes bicêtre et pour les femmes la salpêtrière. Il est le premier à pénétrer dans ces lieux et il instaure une sorte de courant moral avec les malades mentaux, et il associe le processus créatif à la maladie. À ce moment-là, libération des chaînes également, avec l'invention de la camisole de force. Un peu plus tard, comme le disait fort justement Madame Pijaudier, il y a le docteur Hans Prinzhorn. Au départ, il n'était pas psychiatre, il était psychologue, je crois, il avait plein des diplômes en pagaille, mais son épouse a eu des problèmes mentaux et il s'est donc intéressé à la psychiatrie. Il y a d'ailleurs à l'heure actuelle à Prinzhorn une exceptionnelle exposition sur Dubuffet et les remarques de Dubuffet à son approche de la collection. C'est à 1 heure d'ici, il faut absolument aller la voir. Donc ce médecin en 1921-1922, comme le disait Madame Pijaudier, fait un bouquin qui s'appelle Bildnerei der Geisteskranken, ça c'est l'édition 2, je crois qu'on est à la 6e édition à l'heure actuelle, qui a un retentissement parce qu'il a compris qu'il fallait faire de la pub. Et donc tous les médecins et tous les universitaires du monde entier, les surréalistes également, ont pris comme base ce livre. Et lui, il est le premier à associer la souffrance et le processus créatif. Un peu plus tard, 1933, les Allemands, malheureusement encore un docteur, mais pas un bon, le docteur Goebbels, fait une grande exposition qui s'appelle Entartete Kunst, l'art dégénéré. Je vous ai amené l'original, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, Entartete Kunst, l'art dégénéré, où ils expliquent qu'ils ont gazé la plupart, mais ils ont aussi
détruit et conservé certains dessins qu'on peut encore voir à Heidelberg et dans d'autres collections. En 1937, 47, maintenant je ne sais plus, Breton crée le foyer de l'art brut, du Buffet, 47, merci Madame Pijaudier. En 47, le foyer de l'art brut, et il constitue une collection avec tous ses amis, qui sont médecins, psychiatres, etc. et tout, il assemble tout ceci. À un moment, il se dit, cette collection est très importante, je passe les détails sur la collection, on va l'offrir à la France, qui bien entendu a dit ça ne nous intéresse pas, les dessins de ces gens qui ne sont pas très clairs. Les Suisses créent un musée, qui est le musée de l'art brut à Lausanne. À ce moment-là, il y a quelques Français, 3, Michel Nedjar, Claire Teller et Madeleine Lomel, qui, vexés que cette grande collection soit partie, se mettent à amasser une collection sous le nom de La Racine. Cette collection sera offerte à Villeneuve d'Ascq. Madame Pijaudier aura porté le bébé sur les fonds baptismaux. Je paie pour mémoire juste que Strasbourg devait avoir pour 1 franc cette collection. Et évidemment, on est les champions de ce qui est raté. On ne l'a pas eu ou ils ne l'ont pas trouvée assez intéressante. Maintenant, c'est musée national et c'est très très bien que ce soit à Lille aussi. Mais enfin, Strasbourg, au confluent des cultures avec l'Allemagne à côté, ça aurait pu être sympathique. Après, il y a eu donc ces expositions. Du Buffet, les surréalistes se sont emparés, cette espèce d'écriture automatique, cette comment dirais-je, cette volonté dénuée de toute recherche, c'est-à-dire on crée. Il y a un des artistes qui s'appelait Odinos qui disait « Je forme quelque chose qui est étranger à moi tout en étant au cœur de moi ». Et je pense que c'est ça l'important, c'est quelque chose de spontané, de non réfléchi. Après, il y a eu de nombreuses expositions. Il y a eu en 78 l'exposition Les Singuliers de l'Art. Et tout récemment, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a 2 ans, à la Biennale de Venise, Massimilio Gioni, qui était le curateur de la Biennale, a pour la première fois introduit dans cette exposition des œuvres d'artistes d'art brut. Je vous dirais que la Biennale a eu un retentissement incroyable, mais ce qui a surtout fait le retentissement de cette Biennale, c'était l'introduction et les gens qui ont pu constater la force et l'intérêt de ces créations. Merci. Alors, merci. Farouk Gounaltaï, quelles sont les représentations dominantes de la folie dans le cinéma? Je vais vous répondre par un contrepoint. Je pense que... On m'entend, là. Je pense, hein, là, oui. Je pense que pour le cinéma, rien n'est normal et tout est anormal. Alors évidemment, je ne voudrais pas m'arrêter à la représentation du fou qui est des tics, qui a des convulsions, des agitations et qui fait des choses horribles, supposé rassurer les spectateurs et les gens normaux que nous serions censés être, ce qui serait une approche très superficielle et tout à fait erronée. Je voudrais dire que le cinéma, aussi bien du point de vue de l'acte créateur qui l'impulse, qu'au niveau de la réception par le spectateur, eh bien, redistribue les cartes, brouille les cartes en quelque sorte. Je voudrais commencer par juste faire une allusion à un titre de film qu'on a montré à l'Odyssée de Krzysztof Zanussi, qui est un réalisateur polonais, et le film s'intitule « La vie comme maladie mortelle sexuellement transmissible ». Donc tout est dit dans ce titre et beaucoup de choses sont dites dans le film. Et c'est un film qui vient nous rappeler que le pathologique, c'est la vie et vice-versa. Et qui refuse la distribution normative entre du normal et du pathologique, l'un étant la part de lumière et l'autre étant la part d'ombre. Au contraire, comme disait Godard à l'Odyssée quand il est venu, une des 3 ou 4 fois où il est venu, il disait l'art c'est l'exception et la culture c'est la règle. Et il me semble que c'est très juste. Les représentations qu'on peut faire de la création artistique peuvent renvoyer à une conformité normative, mais l'acte de génie créateur, en quelque sorte, lui, il est toujours exceptionnel. Et d'une certaine manière, si on veut bien se rappeler, je sais qu'il y a un ami qui connaît le sens de l'étymologie, ici, dans cette salle, que je salue au passage, eh bien, le cinéma, c'est en permanence l'éloge de l'idiotie. Si on veut bien se souvenir du sens initial d'idiotie, c'est-à-dire de singularité, d'exception. Pour cela, je voudrais juste faire allusion à quelques films au passage. Et le premier film, c'est un film qui est un des grands films radicaux
du 7e art qui s'appelle Freaks de Todd Browning et qui date de 1932. Et qui est l'histoire dans un cirque où il y a beaucoup de monstres. Le mot monstre, c'est des gens qui sont à voir, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des hommes moignons, il y a des siamois qui sont organiquement attachés l'un à l'autre, dont les corps sont attachés l'un à l'autre, et qui sont, disons, des affreux ou des affreuses. Eh bien, et dans ce cirque, il y a un couple de gens jeunes, beaux, blonds aux yeux bleus, d'après l'idéologie nazie, en quelque sorte. Et le film vient nous montrer que le plus laid, du point de vue du comportement, n'est pas le plus affreux et le plus monstrueux du point de vue de son dispositif corporel. C'est un film extraordinaire qu'on va bientôt remontrer à l'Odyssée et sur lequel je voudrais vraiment attirer l'attention. L'autre film que je voudrais évoquer, c'est par exemple, Zanussi est un réalisateur catholique polonais, il y croit beaucoup et qui pense que la mort est dans la vie et la vie est dans la mort. Eh bien, c'est un autre réalisateur catholique, mais progressiste, marxisant, qui s'appelle Rossellini, et qui a fait un film qui s'appelle Europe 51. On est dans l'histoire d'une famille aisée dont le fils de 11 ans ou 12 ans, par manque de communication, par solitude, se suicide. Et c'est l'occasion d'une crise pour la mère qui, au lieu de continuer à jouer son rôle de bourgeoise notable, bien installée, eh bien, décide de sublimer sa douleur et de faire son travail de deuil en s'occupant des pauvres, en s'occupant du scandale du monde. Et elle devient par elle-même scandale. Et donc on voit que le cinéma, cher Olivier, subvertit le concept même de normalité et nous rappelle que entre la réalité du génie créateur et la réalité de sa représentation, il y a un écart transgressif qui constitue la marge de manœuvre de la création cinématographique. En contrepoint, le cinéma nous rappelle aussi que l'apologie de la normalité, c'est le délire et la morbidité, que ce soit un film comme Le Juif sus, donc film terrible qui est peut-être l'apologie de la vision affreuse idéologique du racisme nazi. Mais il y a aussi, et j'ai noté avec beaucoup d'attention la brochure que vous avez montrée, monsieur, un documentaire qu'on a montré, qu'on remonte régulièrement, qui s'appelle, de Peter Cohen, qui s'appelle L'architecture du chaos, où on montre comment à côté du Juif sus, eh bien, on a aussi fait des documentaires qui parlaient du péril juif, der Hedwig Jude, et qui montraient que le juif, c'est l'origine absolue du mal, qui pervertit une société qui perd de sa pureté, et que l'art fait par les juifs est un art dégénéré. Et à partir de là, on se met dans une situation de normalité qui est absolument, qui relève non seulement de l'abject, mais du délire. C'est ce que vient nous rappeler un film qui est d'ailleurs à l'affiche jusqu'au 16 février de l'Odyssée, qui s'appelle Portier de nuit, et qui crée beaucoup de malaise, mais qui est à voir, parce que c'est une réflexion intéressante, inaboutie à mes yeux, mais intéressante et qui mérite d'être vue. En terminant, je voudrais dire qu'il y a cité un autre titre de film qui s'appelle « Ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine ». Eh bien, il faut savoir, et je me réfère là à Edgar Morin, L'homme imaginaire, le livre, l'essai qu'il a écrit, que l'apparition en 1895, avec la première projection publique payante du cinéma, du 7e art, eh bien, est contemporaine d'abord de l'apparition de la psychanalyse, de l'interprétation des rêves qu'on a évoqué avant, et est également contemporain des débuts de l'aviation, les fameux frères Wright, Blériot, etc., qui réalisent ce rêve absolument insensé et fou, comme dans la mythologie Icare, de voler et de se rapprocher dans le ciel du soleil. Eh bien, il faut savoir que, comme le disait André Bazin, et c'est ça qui est l'élément permanent d'anormalité et d'anomalie, si vous voulez, et qui est une composante de la réalité. Du point de vue du spectateur, nous sommes dans une situation qui est anormale quand nous regardons un film.
Si maintenant je me mets en face de ce mur blanc, et que soudain je commence à pleurer, à rire, à avoir des frissons de peur, à avoir de l'effroi, tout le monde dira que, et à commencer par moi-même, et voilà un individu qui non seulement est chauve, mais en plus a un comportement dérangé. Eh bien, si maintenant on veut bien accepter que sur le mur il y a des couleurs, des formes qui défilent au rythme de 24 images par seconde, eh bien, soudain on se rend compte que cette surface plane de l'écran s'investit d'une fictive profondeur qui nous projette en tant que spectateurs dans un processus d'identification avec un univers qui n'est pas le nôtre. Et je terminerai par 2 citations. La première, celle de André Bazin, qui disait que le cinéma substitue au monde réel un univers accordé à nos désirs. Et la réalité du désir, elle est tout sauf la normalité affirmée. Et puisque j'ai parlé, pour commencer, de l'idiotie, eh bien, le cinéma, je reprendrai une fameuse réplique de Laurel à Hardy, parce que le cinéma nous rappelle qu'à idiot, il y a toujours un idiot ennemi. Quand ils se disputent, Laurel et Hardy, c'est un drôle de couple d'ailleurs, normal et pathologique à la fois, eh bien, Laurel excédé dit merci à Hardy, je ne suis pas aussi idiot que tu en as l'air, et Hardy dit oui, avant de se rendre compte qu'il aurait mieux fait de ne pas dire oui. C'est la situation dans laquelle nous met le 7e art. Vive le cinéma. Merci, vive le cinéma. Jean-Jacques Mandel, vous êtes le dernier à prendre la parole, mais pas le moindre. Quel est le processus de création? Comment fonctionne-t-il selon vous? Oui, alors, en tant que généticien, j'ai pas grand-chose à dire. Bien que je sois convaincu que l'extrême talent, génie, qu'il soit musical ou pictural, etc., a probablement une part génétique. Nous ne sommes pas tous Mozart, même si nous étions chez le papa Mozart du point de vue culturel. Nous ne deviendrons pas tous Mozart, il n'y en a qu'un. Donc j'ai pas grand-chose à dire. Juste, je crois qu'il y a aussi plusieurs types de création artistique par rapport effectivement à la folie, ou si on veut, à la maladie mentale, il y a des arts où il y a des codes, des techniques très élaborées, et où on ne crée pas dans l'instant, mais ça demande un gros travail, une technique. Je parle par exemple du compositeur d'une symphonie. Ça ne se fait pas dans l'instant. Il y a, en tout cas, des codes, une connaissance de l'orchestration. Et là, la maladie mentale va plutôt interférer que faciliter. Je pense par exemple à Schumann, qui a été effectivement, et s'est suicidé d'ailleurs, je pense qu'il devait être extrêmement dépressif, mais à partir du moment où il a commencé à exprimer sa maladie mentale, je dirais la qualité de sa musique s'en est ressentie et sa production s'en est ressentie. De la même manière, probablement à la Renaissance, un chef d'atelier qui avait des aides et qui devait concevoir mais aussi gérer cet atelier, la maladie mentale l'aurait sans doute interféré avec sa production. Tandis que quand on passe avec le romantisme à une expression plus individuelle et peut-être aussi à un rôle pour certains arts où on s'affranchit en partie au moins des techniques traditionnelles, plus de place à l'invention individuelle, alors là peut-être dans certains cas, mais j'aimais bien la citation qu'il n'y a pas plus d'artistes malades mentaux qu'il y en a qui ont des problèmes du genou, qui sont malades du genou. Il y a effectivement, je pense, des artistes où le fait d'être malade mental ou d'avoir eu, disons, une fragilité leur a permis de s'exprimer peut-être plus loin dans les tréfonds.
mais des grands peintres comme Matisse, Picasso même, je pense que la libido de Picasso n'était pas complètement sublimée uniquement dans sa production artistique. Francis Bacon non plus, donc voilà. Oui, allez-y. Oui, il y a dans le Nord un artiste du 19e siècle qui s'appelle Théophile Bras. Peut-être avez-vous vu dans l'Europe des esprits, pour ceux qui sont strasbourgeois, des dessins de lui. Voilà un homme qui était sculpteur néoclassique et on connaît sur la grande place de Lille sa sculpture d'un peu une allégorie féminine et un épisode délirant. Et il se met à faire des dessins absolument fantastiques associés à un texte à forte valeur poétique, une bouffée délirante, hein, vous en parliez. Et c'est des œuvres rares, limitées, et puis il guérit, et puis il recommence à faire sa sculpture néoclassique. Et donc je trouve cet exemple extrêmement intéressant. Alors, moi, je suis ravie par tout ce qui s'est dit et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une place un petit peu privilégiée dans la mesure où je suis à la fois grand témoin et à la fois artiste. Moi, j'ai envie de vous parler d'une notion qu'on n'a pas forcément évoquée dans tout ça, c'est une question de limite. Parce que pour moi, finalement, chez un artiste, les limites ne sont-elles pas placées un petit peu ailleurs? C'est-à-dire que voilà, il y a une notion de norme. Qu'est-ce qu'une norme? Et on est là bien gentiment dans la vie de tous les jours. Moi, là, comme je suis assise ici avec vous, finalement, je suis dans cette norme avec cette bienséance qui m'impose de faire certaines choses, de me comporter d'une certaine manière. Après, quand je vais prendre ma casquette de Julie, d'artiste, du coup, ces normes-là, elles ne seront plus les mêmes pour moi. Elles seront simplement dépassées. Alors déjà là, quand je suis en train de vous parler, vous allez vous dire que je suis schizophrène. Voilà, parce que je parle de moi en tant que Julie. En tant que Julie, oui, être artiste, c'est un petit peu ça aussi. C'est être dans la vie de tous les jours quelqu'un, être une autre personne quand on va être... Alors pour moi, c'est la scène. Pour quelqu'un d'autre, ça va être face à la toile. Il y a diverses manières d'exercer son art. Et moi, je pense que c'est vraiment une question de limite. C'est-à-dire quand on est dans la création, on va aller au-delà, on va chercher des choses. On ne va pas rester forcément dans ce que la société nous impose et on va essayer de démontrer des choses et de chercher toujours plus profondément. Après, à côté de ça, il y a aussi une stigmatisation, j'ai envie de dire, et ça j'avais aussi envie de l'évoquer, une stigmatisation de la société face à l'artiste, où encore aujourd'hui, et peut-être, alors je ne sais pas si c'était pire dans le temps, mais en tout cas je pense que c'est tout à fait le cas encore aujourd'hui, où on est forcément mis à part. Je peux vous dire que moi, pour vous donner rien que mon exemple, tout le monde me demande, est-ce que tu as un vrai métier à côté ? Ouais, bah voilà, c'est une question déjà, je suis considérée comme anormale. Voilà, parce que je suis artiste. Donc c'est une espèce de mise à part comme ça, automatique qu'on met dans la société, parce que simplement on est un artiste. Un artiste, attention, c'est bizarre ces gens-là. Et ensuite, la troisième notion dont j'avais envie de parler, par rapport à ce thème-là, et par rapport vraiment à l'humain qu'est l'artiste, c'est est-ce que justement cette stigmatisation de la société ne nous pousse pas vers la folie? On est artiste, on donne énormément de soi. On donne beaucoup de soi, on est jugé constamment, on fait le moindre faux pas, on peut passer de l'amour à la haine. C'est quelque chose qui est très difficile et surtout que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours au quotidien qui est intimement le profond, notre être. C'est-à-dire que je vends un frigo, on me dit votre frigo il me plaît pas, c'est pas grave. Là, je me vends moi, on me dit vous me plaisez pas. C'est dur, c'est très très dur. Et je pense qu'il y a aussi des artistes, alors il y a des artistes qui sont peut-être malades au départ, mais il y a des artistes qui peuvent aussi le devenir, qui peuvent développer une espèce de bipolarité parce qu'on est là. Moi, je prends mon exemple de la scène. Je suis sur scène, on est adulé, on est aimé. Après, je suis dans ma salle de bain, je me regarde et je peux me trouver laide. Enfin voilà, on est sans arrêt dans des up and down qui psychologiquement sont très 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 durs à vivre et on peut passer vers cette folie. Et on parlait de cinéma tout à l'heure. Moi, j'ai envie de citer un film qui démontre très bien, c'est Black Swan. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais je trouve que le fait d'aller comme ça dans la folie à cause de ce que les gens
nous ont rejeté, reflété, ou voilà, une Diane Arbus, c'est pareil. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui souffrent de ça, et en ça, voilà, la question, est-ce qu'ils sont fous, est-ce qu'ils deviennent fous, est-ce qu'ils le sont à la base? Je pense que la question est très très large. Mais Julie, les chanteurs-auteurs proposent aussi des soupapes à leur public, des soupapes notamment dans les cas de crise dans la société, ou de choc dans la société. Je me souviens de ta réaction au lendemain des attentats il y a un an. Oui. Et tu n'es pas la seule. Il y a d'autres artistes qui créent des albums entiers ou qui écrivent des albums entiers au lendemain d'un grand choc ou d'un grand deuil. Exactement. Et c'est ce que j'ai envie de dire. Alors il y a ce côté souffrance, mais en même temps, être artiste, on a de la chance. On a une grande chance d'être artiste, parce que j'ai envie de vous dire, mais tous, allez-y, lâchez-vous dans un art, essayez de faire quelque chose, parce que ça fait extrêmement du bien. Et effectivement, cette chance-là, pour moi, par exemple, le lendemain des attentats, ou 2 jours après, on avait un concert, et je me suis dit, on va faire la chanson de Tears for Fears, qui s'appelle Mad World, qui était pour moi une évidence de faire cette chanson. Cette chanson, ça m'a fait souffrir de la faire, parce qu'on avait toutes ces visions, mais en même temps, ça m'a fait du bien. Effectivement, c'est un exorcisme d'être artiste. On sort des choses et ben, on est toujours dans les sentiments qui sont exacerbés du plus vers le moins. Et ces choses-là, ça fait mal. Ça fait mal, mais en même temps, ça fait beaucoup de bien. Merci. Marc et Benjamin, vous avez préparé cette intervention en classe, au lycée. Est-ce que vous souhaitez déjà poser l'une de vos 2 questions à notre panel d'experts ? Qui se lance? Marc, tu te lances? En fait, il y a des ambassadeurs donc, qui sont chargés d'avoir des questions. Nous, c'est pas nous qui avons les questions pour... Et alors, vous étiez sur la tribune ou pas? Ah bon, ils sont allés sur la tribune, j'adore. Ok, alors, non mais parce que vous étiez sur la tribune, donc on pouvait croire que. Donc, merci pour cette précision. Vous êtes les grands ambassadeurs? Oui ou non? Parce que vous avez le micro, donc. Ok, merci. Je vous propose de vous lever et puis de nous rendre après le micro. Alors, on aurait voulu savoir si le regard des gens change à la vue d'une exposition ou d'un concert réalisé par un artiste du coup qualifié de malade mental. Alors voilà, moi je suis la dernière à prendre la parole sur mon travail, et justement je voulais parler de ça. En tant que... Donc je suis romancière et portraitiste, photographe dans la presse. Je fais des portraits pour Le Point, Le Figaro. Et c'est parce que j'avais cette double casquette que je me suis intéressée à Diane Arbus, donc la photographe américaine qui fait l'objet de ce dernier livre. Et justement, pour répondre à votre question... Elle s'est intéressée, elle est devenue photographe, cette femme. Elle est née en 1923 et morte en 1971. Elle est devenue photographe parce qu'elle était engoncée dans le regard des gens. Elle a grandi dans une famille bourgeoise qui avait un grand magasin de fourrure sur la 5e avenue à New York. Et elle grandissait avec des parents qui la regardaient, qui la flattaient comme une petite fille sage qu'elle devait être. Puis lorsqu'elle est devenue jeune adulte, c'était les années 50, 60 à New York, et donc on voulait qu'elle corresponde à la jeune femme qui va se marier, avoir des enfants, bien faire la cuisine. Ce sont les publicités qu'on voyait à l'époque avec le tablier. Et donc elle se sentait complètement enfermée là-dedans, dans ce regard, dans cette sagesse et cette petite fille sage qu'on voulait à tout prix qu'elle soit. Et donc elle a décidé à un moment donné, et justement en voyant le film Freaks, dont parlait monsieur tout à l'heure, de Todd Browning, qui raconte donc la vie d'un cirque dans les années 30, en voyant tous ces gens qui étaient difformes, ces nains, ces géants, l'homme manchot qui fume sa cigarette, que ça y est, tout d'un coup, elle allait pouvoir regarder les gens qu'on lui interdisait de regarder dans sa bonne éducation. Elle allait pouvoir
être voyeuriste, finalement elle aussi, et elle allait inverser les regards. Au lieu de le subir, ce regard de la société qu'il voulait qu'elle soit une petite fille sage, une femme parfaite, modèle, elle va à l'inverse le donner. Donc elle a pris un appareil photo et elle a regardé tout ce qu'on lui interdit, tous les gens, toutes les personnes difformes, anormales aux yeux de la société qu'on lui interdisait de regarder. Et j'en viens à mon exemple qui répond à votre question, c'est qu'elle a exposé 2 fois dans sa vie, 2 fois au MoMA, une fois en 67 et une fois en 69. La première fois, elle avait 3 tirages, c'était une exposition collective, et elle a montré 2 travestis dans des coulisses, une famille de nudistes obèses et un jeune couple dans Central Park. L'exposition se passe, c'est sa première exposition, enfin elle commence à avoir un tout petit peu de reconnaissance pour son travail personnel, donc, puisqu'elle ne s'intéressait qu'à photographier des gens difformes et des freaks, les gens, voilà. Et ce qui se passe, c'est que tous les gens qui viennent ne comprennent pas, voient ces photos, crachent sur les photos, et il y a un monsieur au musée qui est chargé d'essuyer les crachats qui sont sur ces photos-là. 2 ans plus tard, on lui repropose d'exposer au MoMA, cette fois-ci non plus 3 tirages dans une exposition collective, mais 30 photos, et une exposition qui lui est consacrée avec une salle entière où on pourra voir son travail. Elle hésite, elle a peur encore de s'exposer, puis elle se dit mais bon, ils vont comprendre ma démarche. Tous ces gens, je leur redonne une humanité. Au-delà de ça, en fait, elle leur redonne une existence. Elle les montre puisqu'on ne veut pas les regarder. Et donc de nouveau des crachats, de nouveau une incompréhension du public et des journalistes qui, parce qu'elle photographie des freaks, pense qu'elle-même est une freaks, et elle entend des spectateurs, des promeneurs du musée dire « Mais qui est donc cette Diane Arbus ? Elle doit vraiment être bizarre pour faire des photos bizarres. » Et là, elle s'insurge parce que ces gens pensent que parce qu'elle fait des photos bizarres, elle-même était bizarre. Donc déjà, il y a une association qui n'a aucun sens. Mais surtout, parce que ces gens ne se posent pas la question de leur responsabilité, de leur regard. C'est eux, en regardant le tirage de Diane Arbus, qui pensent que c'est anormal, qui pensent que elle entend que c'est obscène, elle entend que c'est dégoûtant. Et elle dit, mais enfin, c'est vous, c'est votre regard. Aucun regard n'est neutre. C'est le regard qui fait la normalité ou l'étrangeté. Donc il y a une responsabilité, et on peut tout à fait, et ça a été l'objet de tout son travail pendant la fin de sa vie, montrer que ce qui est anormal pour la plupart des gens est normal, peut être normal, et inversement. Donc par exemple, elle a fait des photos d'un géant avec ses parents. Lui, il fait 3 têtes de plus que ses parents, et il est devant ses 2 parents qui sont d'une taille normale, mais qui semblent très petits sur l'image. Au premier abord, on se dit que il est anormal, il y a une anormalité, c'est très étrange. Et finalement, la situation est quotidienne. C'est un géant, un jeune adulte qui parle avec ses parents dans dans une scène normale. La normalité est normale dans ce cas-là. À l'inverse, il y a une de ces photos très connues qui s'appelle le garçon avec un jouet en grenade. Il est dans Central Park, c'est un jeune garçon qui a une dizaine d'années, avec en culotte courte, bien habillé. Il joue, il a une grenade en plastique dans sa main. Simplement, elle le prend à un moment d'expression de son visage où il est horrifié. Et ce jeune homme, ce jeune garçon qui est normal, un enfant comme tout le monde qui joue dans le Central Park, devient anormal par son regard à elle et qu'elle montre dans ses photos. Voilà, pour répondre à la responsabilité du regard. Oui, monsieur Ritschrich. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est important, c'est le regard qu'on porte sur ces œuvres. Qui sommes-nous pour juger, dans une œuvre d'art, de ce qui est normal et de ce qui est anormal? Et par rapport à quoi? À notre éducation, à notre hérédité? Quand il y a des grandes expositions d'art brut, aussi bien à Villeneuve-d'Ascq qu'ailleurs, les gens sont en phase avec ce qui est montré. Et au départ, ils ne savent pas que c'est de l'art brut ou de l'art des fous ou des gens obsessionnels ou éventuellement médiumniques. On a besoin toujours de tiroirs, ça c'est de l'art brut, ça c'est du ceci, ça c'est du cela. Principalement en France.
Je sais que quand il y a des expositions, des fois auxquelles je participe à l'étranger, les gens regardent d'abord l'œuvre. L'œuvre vous interpelle, il y a un échange entre vous et l'œuvre, elle vous dérange un peu. C'est toujours important qu'une œuvre, elle dérange un peu, qu'elle dérange nos habitudes. Parce que sinon on se lasse et après elle finit à la cave ou au grenier. Donc il faut qu'il y ait cette espèce de confrontation entre vous et l'œuvre d'art. Après, certaines personnes, principalement en France, demandent un peu l'histoire de l'artiste. Et vous leur dites, c'était quelqu'un qui a été interné ou qui a été fou. Ah bon? La grande exposition qu'il y a eu au musée d'art moderne à l'époque, qui s'appelait Les Singuliers de l'art, a eu un retentissement énorme, et tous les gens ont dit, mais ça, on comprend. C'est-à-dire que c'est abordable et compréhensible par tous. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait 25 années d'études et lu 50 bouquins pour que ces œuvres vous parlent. Et c'est ça l'important, c'est que l'œuvre, elle vous interpelle, elle vous parle et qu'il y a un échange entre vous et elle. Le reste, c'est de la littérature. Merci. Sandrine Roudex, on revient à la photo. Quand Raymond Depardon part, il y a une trentaine d'années, sur son projet de photo dans l'asile de San Clemente à Venise, asile de fous, le projet n'a pas un grand succès au départ. Qu'est-ce que ça dit sur la représentation de la folie dans la société ? Alors, il faut savoir que quand il propose ce sujet quand il propose ce sujet, la première remarque qu'on lui répond, c'est « mais ça ne va intéresser personne, il n'y a rien à montrer ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a rien à montrer. Ça veut dire surtout qu'on ne veut pas voir l'anormalité, parce que ça nous renvoie à notre anormalité à nous. Diane Arbus disait qu'on avait tous un monstre intérieur. On a tous des failles, des dysfonctionnements. Et donc, lorsque Depardon s'entête et va faire ça, effectivement, d'abord, ça ne suscite pas beaucoup d'engouement, mais surtout... ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, c'est en 1970 que cette expo se monte, ce projet se monte. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il voulait montrer que ces gens malades mentaux dans cet asile avaient tombé les masques. En fait, lorsqu'on fait une photo, lorsqu'on fait un portrait, on cherche à faire tomber le masque et à traduire la personne de l'intérieur. Bien sûr, une photo, c'est la première étape, le regard, l'apparence, mais c'est raconter quelqu'un de l'intérieur et montrer à travers son apparence, ce qu'elle dégage et quelle est son intériorité, son identité. Sauf qu'avec des handicapés mentaux, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont tout le temps dans le déséquilibre. Un photographe ou une portraitiste comme moi, lorsqu'on fait une photo, on cherche ce moment, donc il y a plusieurs manières de faire, mais on cherche ce moment où la personne va lâcher prise, abandonner le masque, abandonner les convenances, abandonner les codes, où on va voir le regard qui enfin devient réel et n'est plus le regard social du moi qui parade, qui se protège. Et donc, ce qui est très très difficile lorsqu'on fait des photos d'handicapés, et en l'occurrence Diane Arbus a aussi fait des photos d'handicapés à la même période que Depardon, donc en 70-71, c'est qu'ils sont tout le temps dans le déséquilibre, et l'artiste qui veut aller chercher l'aspérité ne la trouve pas. Il faut savoir que Diane Arbus s'est suicidée en 71 et s'est suicidée sur cet échec-là de ne pas avoir réussi à photographier des handicapés en traduisant la confrontation, la rencontre. Et pour Depardon, c'est pareil. Il a fait des photos des lieux, montrer le désordre des lieux, l'intériorité physique, géographique des pièces. Et ensuite, il a montré, notamment, il y a une photo de cette série où c'est un fou qui se cache derrière sa veste, et il y a juste la tête qui dépasse à travers le tissu. Ça fait un monstre. Voilà. Merci. Chantal Poulain, qu'est-ce qui explique cette réticence du public à regarder des photos qui représentent des asiles ? Dans le micro. Oui, merci. Eh ben, ça fait peur, peut-être, ou ça déclenche ce qu'on appelle, particulièrement dans les photographies de... Ah oui, plus haut, pardon. Des photographies d'Arbus, enfin, ces photos... déclenche quelque chose de unheimlich.
d'étrangeté qui peut déstabiliser, qui peut... Je comprends que certaines personnes aient pu cracher parce que c'est intolérable. Il y a quelque chose qui, du plus profond de notre être, et peut-être dans les hôpitaux psychiatriques, qui fait peur. La folie fait peur. Qu'est-ce que la folie ? Enfin, maintenant, à propos des études faites, sur les productions de malades mentaux, je crois que c'est Henri Hay qui a trouvé quelque chose de juste. Il lui disait que la folie, elle n'est pas créatrice, elle est libératrice. Et Karl Jaspers, lui, s'est penché sur une étude très pointue des productions de schizophrènes. Alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que on ne juge pas. Voilà, l'analyste ne va pas estimer. Voilà, ça c'est une œuvre d'art de qualité ou c'est une production de qualité. On essaie de comprendre ce qui est à l'œuvre, ce que peut-être la part d'ombre en nous qui fait peur, qui nous fait peur et qu'on découvre par un travail analytique. Voilà, il y a peut-être cette zone d'ombre, Alors, est-ce qu'on peut, si tu permets, on peut prendre encore une ou deux questions ici. Les lycéens et après Farouk Bounataï sur le cinéma. Oui, bien sûr. Alors donc, vous qu'on a vu tout à l'heure sur la scène, vous venez donc du lycée Jeanne d'Arc de Mulhouse et vous êtes ambassadeur de ce lycée. Et vous avez une question, c'est ça ? Un exemple. Eh bien, on vous écoute. Alors, je voulais présenter un cas d'un artiste donc, qui rentre bien dans le sujet donc, de l'art et de la normalité. C'est Stephen Wiltshire. Donc, c'est un artiste qui est né en 1974 et à l'âge de 3 ans, il est diagnostiqué autiste. Et donc, il a seulement commencé à parler vers 9 ans et tout. Donc, il vivait vraiment dans son monde. Et il a une mémoire quasi parfaite. Il a été connu pour dessiner des paysages de ville qu'il avait à peine vu 15 minutes, mais d'une précision assez extrême. Et donc, chez cet artiste, c'est vraiment son autisme, donc son anormalité par rapport à notre société, qui fait de lui un artiste de renom. Il a été décoré en 2006 de l'ordre britannique empirique. Et donc, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il représente le monde d'une précision assez troublante, alors que lui vit vraiment, il parlait pas, et son prof de dessin était obligé de lui confisquer son stylo et son papier pour qu'il communique avec le monde autour de lui. Voilà. Pourquoi cet exemple t'a frappé plus précisément ? Alors, il m'a frappé parce qu'on nous a donné le sujet de l'art et de la normalité, et donc c'est assez large, c'est assez vaste, donc on ne savait pas trop par où attaquer. Donc, et donc c'était intéressant donc, de donner un exemple vraiment qui s'inscrivait bien. Bravo, merci. Merci. Merci pour ton témoignage, merci. Farouk Bounataï, dans le cinéma, on peut quand même relativiser tout ce qu'on vient d'entendre. Oui, le cinéma, pour répondre à la première ambassadrice du lycée Jeanne d'Arc, le cinéma vient nous rappeler qu'il n'y a pas de point de vue unique, dominant. Il vient nous rappeler qu'à tout point de vue correspond une multiplicité de points de vue alternatifs.
et que ce qui se montre et ce qui se voit d'une certaine façon peut se voir de façon tout aussi légitime d'une autre façon. Et donc ça relativise évidemment cette coupure qu'il y a entre le normal, qu'il y aurait plus exactement, entre le normal et l'anormal, entre le sain, S-A-I-N, et le maladif. Bien sûr, la question de l'autisme, elle a été traitée dans le cinéma, Rainman, d'autres. Il y a aussi un documentaire qui a été réalisé par Sandrine Bonner sur sa sœur, qui est autistique, toute chose qu'on a montrée. Mais il y a aussi Vol au-dessus d'un nid de coucou, superbe film de Milos Forman, et qui fait que moi je ne pense pas que le public ait peur de voir les asiles. Et je me permettrai de dire une chose après. Ce qui est formidable dans le Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est que l'asile est montré comme un lieu de souffrance, mais aussi de souffrance fait par une institution au nom de la normalité. Les fameuses séances d'électrochoc, par exemple. Et le film se termine d'une façon magnifique. D'un côté, un des malades, Jack Nicholson, interprété par Jack Nicholson, devient absent lui-même à cause d'une lobotomie qui a été provoquée, d'un dysfonctionnement irréversible, en quelque sorte. Et l'autre malade ouvre, un Indien d'ailleurs, ouvre la fenêtre grillagée pour s'échapper à tout le moins imaginairement. Et le cinéma vient nous rappeler que par cette capacité d'affranchissement, cette capacité d'évasion, eh bien, tout doit être relativisé, qu'il n'y a aucune légitimité à un point de vue dominant qui veut s'imposer comme, alors que ce n'est qu'un cliché, comme l'astre solaire de référence. Et il y a un autre film qui parle de la folie, formidable, de Samuel Fuller, Choc Corridor. Et dans Choc Corridor, et ça, je reviens à la citation du Buffet évoquée par... et c'est une façon de répondre, cher Olivier, à votre question initiale. Il y a un personnage qui dit à peu près la chose suivante: rien ne ressemble plus à un fou endormi qu'un homme normal endormi. Merci. Julie, tu es grand témoin. Je voudrais quand même te poser une question. Dans la musique et dans le rock, qui sont les interprètes ou les auteurs les plus schizophréniques ? Alors schizophrénique, je ne sais pas. En tout cas, dans le rock, moi j'aurais envie de citer des artistes forcément comme Nina Hagen, forcément comme une Janis Joplin, mais simplement, encore une fois, c'est toujours une question de limite, parce que je pense que c'est simplement des gens qui vivaient intégralement leur art, qui étaient au plus profond de ça. Et d'ailleurs, moi, c'est marrant, parce que parfois les gens me demandent comme ça à la fin: ouais, mais vous devez être tarés, vous. Et c'est vrai, j'ai beaucoup de gens qui me disent ça, et je ne pense pas être taré. Mais encore une fois, ces grands artistes dans le rock, je crois que c'est simplement ce lâcher-prise extraordinaire qui faisait que ils vivaient la musique. Moi aussi, des fois, je vis la musique. Peut-être que peut-être que je suis habitée, j'en sais rien. Mais je pense que c'est vraiment le fait d'aller chercher au plus profond de soi. Et j'ai juste envie de vous dire quelque chose. Être artiste, c'est donner les choses avec le cœur. C'est aller au profond de ce qu'on est. Alors, est-ce que c'est d'être fou que d'aller chercher au plus profond de soi-même? Je dis, si c'est ça, être fou, c'est beau d'être fou. Oui, Sandrine. Oui, je voulais juste rebondir. Vous savez, vous connaissez l'expression populaire « faire des folies ». Faire des folies, c'est être dans le lâcher-prise. On fait des folies en achetant des habits. Avoir un grain de folie, c'est aller au-delà de ce qu'on s'autorise pour justement aller dans les à côté qui permettent la création. Quand Julie dit qu'en tant que chanteuse, il y a des moments où il faut qu'elle se dépasse, qu'elle aille au-delà
pour être sur scène. Elle est là à côté de nous et elle est tout à fait calme. Et dès qu'elle est sur scène en faisant du rock, on la reconnaît pas. Donc il y a effectivement cette schizophrénie qui est on a notre moi social et on a le moi artiste qui va plus loin et qui va chercher tout ce qu'on a au fond de nous. Lorsque j'écris, donc pour le coup en tant que romancière, je suis toute seule et l'instant présent, il est devant mon ordinateur, je ne vis pas. Donc je vais forcément chercher des choses dans le passé ou dans le futur qui me les font forcément sublimer, exagérer, et je vais aller chercher l'os, aller au plus profond de mes névroses pour aller créer. Cette schizophrénie est importante, l'enfermement est important pour pouvoir se retrouver soi-même dans les contraintes et pouvoir créer. L'art vient aussi de là. Je voudrais revenir sur ce que vit l'artiste pour insister sur un point qu'on n'a pas encore évoqué par rapport à l'art brut. Ce qui est décrit le plus généralement, et sans qu'il soit possible de faire de catégories absolues, parce que l'art brut est un monde mouvant, que Dubuffet d'ailleurs définissait comme un pôle, c'est que les artistes, quand ils créaient, les artistes de l'art brut, donc les artistes malades mentaux, le faisaient dans des grandes souffrances, et que c'était des moments de psychose très très violente. Et à propos de Wölfli notamment, ça a été décrit, le moment où il dessinait, c'était un moment d'extrême souffrance. Et puis au fil du siècle, la médecine a fait des progrès, les neuroleptiques sont arrivés, et il est décrit également qu'au détour des années 50, début des années 60, les traitements médicaux ont, et certains le regrettent, c'est pas du tout ma position et je trouve scandaleux, les traitements médicaux ont raréfié la production d'art brut. Voilà, donc ça je voulais quand même le dire. En fait, ce qui se passe, et c'est fort important et heureux, mais là, c'est pas ma zone de compétence, c'est que les expériences de Laborde, de tout ce qui s'est fait dans le domaine de l'art-thérapie, ont accompagné les malades mentaux et leur ont donné des espaces, des moments d'expression. Parce que pour en revenir au début du siècle, on n'a pas insisté là-dessus, mais les œuvres étaient faites avec ce qui était bricolé, c'est-à-dire une couverture de lit détricotée, un vieux bout de carton qui traînait quelque part. Donc c'était vraiment un mécanisme de survie et dans la souffrance. Et je pense, on parlait tout à l'heure de la manière dont on reçoit les choses, c'est que c'est cette souffrance que le spectateur reçoit, qu'il intériorise. Bon, comme d'un autre côté, un artiste expressionniste pourrait nous renvoyer de la souffrance, mais là, c'est une souffrance immédiate et on la voit à travers des expositions s'exprimer à de multiples reprises. Oui, Madame Poulain. À propos donc de la souffrance. Micro. Oui, tous les artistes ne produisent pas dans la souffrance. Enfin, ça, aujourd'hui, mais je tiens à dire que, bon, sans prendre de neuroleptiques, pour certains, oui. J'ai une personne qui me dit, oui, là j'ai beaucoup souffert en exprimant un monde intérieur magnifique, et à d'autres moments, en fonction de ce qu'elle vivait, elle a pu réagir à ce qu'elle vivait en exprimant par le dessin, par la BD, par la peinture, quelque chose qui l'a libéré. Alors, je voulais aussi intervenir par rapport à la liberté. Ça, oui, il faut, tous les artistes que j'ai pu rencontrer, eh bien, vivent on pourrait dire au rythme de leurs désirs, de leurs pulsions. Alors, voilà, c'est une grande liberté. C'est bon, la prise de stupéfiants, par exemple. Bon, ça stimule. On crée. Bon, ça stimule, ça peut stimuler. On peut créer sans avoir recours à l'alcool, mais pour dire qu'il y a une grande liberté, c'est un peu un besoin d'être peut-être entendu. Quand on parle du retour, d'être du public, ou peut-être entendre quelque chose, on entend une souffrance dans la musique.
Est-ce qu'on peut prendre une autre... Oui, donc une remarque de Faro Gounaltaï sur pardon. l'opposition entre, enfin sur l'espèce d'opposition qu'on a entendue entre la schizophrénie et le dépassement de soi. Je crois que vous n'êtes pas d'accord. Non, je voudrais, moi, mettre en garde contre une interprétation trop facile et, à mon avis, trop commode de l'utilisation du mot schizophrénie comme s'il y aurait uniquement une césure qui ferait se tourner le dos à deux aspects de la personnalité d'un être humain. Je pense qu'il y a aussi la possibilité d'une interpénétration. Dr Jekyll n'est pas forcément opposé à Mr Hyde. Si, au cinéma, oui, mais dans une conception très conformiste qui est à l'origine des différents films qui ont tourné autour de ce thème. Mais en réalité, et c'est le cas notamment au cinéma, le cinéma nous permet de vivre par procuration, nous en tant que spectateurs. Le temps d'une projection, je suis quelqu'un d'autre. Et en m'ouvrant à l'autre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de racisme possible dans un cinéma qui est conçu sur la base de cette fraternelle générosité. Je suis un autre, et en devenant un autre le temps d'une projection, j'apprends à mieux me connaître moi-même. Je ne soulage pas le conflit démoniaque entre deux parties opposées de moi, mais j'arrive peut-être à tout le moins à imaginer leur réunion et leur conversation réciproque et mutuelle. Et ça, c'est une fenêtre d'espoir. La deuxième remarque que je voulais faire, je pense que l'art, du point de vue du génie créatif et du point de vue du spectateur aussi, ce n'est pas seulement le soulagement. Si je vais donner un exemple, et je m'en excuse à l'avance, très trivial, si il y a un renvoi d'air que j'ai à faire, je peux me souffrir et me le garder, et puis après, quand il n'y a plus personne, le soulager. Bon, mais c'est pas ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transgression, certes, mais de la transfiguration, du dépassement. Et c'est un dépassement qui permet de se libérer du poids d'une inertie. Et je suis contre, c'est pour ça que je parlais de la schizophrénie, de cette fameuse distinction qu'il y avait quand moi j'étais élève, le corps et l'âme. C'était opposé. Il y avait le corps d'un côté et l'âme impure et l'âme qui est pure. Mais l'âme, si j'ai bonne mémoire, c'est le souffle qui rend vivant le corps. Et il n'y a pas de corps sans âme, ni d'âme sans corps. Donc c'est une dichotomie qui n'a pas lieu d'être. Et c'est ce que le cinéma vient nous rappeler. Oui, monsieur Richrich, vous souhaitez intervenir? Et ensuite, on prendra une question des lycéens. Préparez-vous. Juste une précision par rapport à la musique tout à l'heure. Le Marilyn Manson est à l'heure actuelle l'artiste un peu déjanté, mais ça c'est pour ma génération, qui fait des créations, je dirais, alors je ne sais pas sous quelle influence il les fait ou pas, qui sont très très proches de l'art brut et terriblement dérangeantes, mais je dirais aussi assez exceptionnelles. Il en fait 3-4 par an. Peut-être sur Google on peut voir Marilyn Manson, les créations, mais c'est quelque chose qui se rapprocherait le plus entre un musicien et l'art dit dégénéré ou art brut. C'est tout à fait exceptionnel, mais terriblement dur, mais très très fort, très important. Marilyn Manson. Bon, on ira regarder. Alors, toujours de Jeanne d'Arc, je te propose de te lever, de nous dire comment tu t'appelles. Ah oui. Pourtant, j'ai des prothèses aux pieds. Hein. Donc, je m'appelle Benjamin, je suis donc au lycée Jeanne d'Arc, Mulhouse. Et donc, je me suis aussi appuyé sur un cas qui est, lui, atteint du syndrome d'Asperger, qui en fait, ça a été découvert par Hans Asperger dans le 19e siècle, qui disait que pour la création ou la science, il fallait une pincée d'autisme. Et donc voilà, donc je me suis intéressé à un cas qui est Glenn Gould, qui est né en 1932. C'est un pianiste assez connu du XXe siècle, qui lui, était atteint du syndrome d'Asperger. Donc ce syndrome, il se caractérise par des anomalies dans l'enfance, dans le terme de l'intégration avec les autres enfants. Ils ont du mal à s'intégrer, ils ont une extrême sensibilité des 5 sens, et donc ils parlent peu.
Voilà, donc Glenn Gould, il est mort à 50 ans, il a fini dépressif, un peu comme ce que Monsieur Mandel avait dit sur Monsieur Schumann, qui aussi lui finit dépressif sa carrière d'artiste. Après, on peut se poser la question s'il faut être forcément dans la douleur pour pouvoir créer. Voilà. Et moi, je pense que, surtout les artistes, ils se donnent plutôt en fait des fois des genres ou des personnalités afin de sortir du lot, comme ce qui avait été dit un peu par cet artiste. Je ne me rappelle plus exactement du nom, désolé. Julie. Voilà. Oui, par Julie. Qui, par exemple, je vais prendre le cas d'un artiste qui s'appelle Jean-Michel Basquiat, qui lui est un artiste du XXe siècle, qui est mort jeune à 28 ans, qui lui fumait énormément, il se droguait beaucoup, et ça se voyait dans ses peintures qui étaient assez bizarres, assez spéciales. Donc on peut dire aussi que certains artistes créent juste dans la solitude, comme par exemple le sculpteur Alberto Giacometti, qui lui était seul, donc il passait ses journées à créer dans son studio. Et après, il y a beaucoup de... On peut dire que l'art guérit pas mal... peut guérir en quelque sorte la maladie avec l'art-thérapie, qui est une forme de psychothérapie qui permet aux jeunes malades de créer, enfin de faire autre chose, de pouvoir s'exprimer à travers des peintures ou ce genre de choses. Puis, voilà. Merci. Bravo, merci. Bon, l'art-thérapie, on en a déjà parlé, Madame Poulain. Est-ce que l'art-thérapie guérit ? Alors, l'art-thérapie permet, comme le disait ce jeune étudiant, à exprimer ce qui est de l'ordre du non-verbal, à exprimer ce qui est les éléments, les productions qu'on récupère en tant que thérapeute dans l'art-thérapie nous renseigne sur ce qui peut agiter ou révéler des conflits inconscients, des souffrances. Voilà, c'est beaucoup utilisé maintenant surtout dans les structures psychiatriques. Une autre chose, pas tout à fait... je voulais avant tout quand même reprendre par rapport au cinéma ce qui se passe donc alors je n'ai pas de clientèle, j'ai des analysants ou des analysantes. Voilà un exemple d'une analysante qui me disait, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je regarde, c'était une scène avec Clint Eastwood et Meryl Streep sur la route de Madison, elle me disait, mais je pleure, ça fait des années que je vois cette scène, je pleure et je sais pas pourquoi. Alors on a un peu travaillé et elle s'est souvenue d'un choix qu'elle avait fait. Voilà, elle s'est projetée. Alors je pense que le processus, elle projette. Quand on peut s'identifier, on ne peut pas toujours s'identifier à un personnage ou à un acteur. Mais là, elle avait, c'était elle dans son passé, dans ses amours, et un choix qu'elle a fait réellement. C'est un peu ce que je tenais à dire dans les... ce que moi, en tant que praticienne, voilà, j'insiste, je suis une praticienne et je m'appuie sur ma clinique, sur ce que je peux en dire. Merci pour cet exemple. Sandrine, encore une intervention ? Oui, je voudrais dire que... Pardon. Je voudrais dire que je ne sais pas si l'art soigne, mais l'art aide. Lorsqu'on fait de l'art, que ce soit de la musique, de la photo, de l'écriture, du cinéma, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui déborde et qui ne trouve pas la sortie, qu'on n'arrive pas à exprimer dans la vie quotidienne, qu'on n'arrive pas à exprimer avec nos amis, notre famille. Et l'art est cet espace où on va
exprimer cet innommable ou cette chose qui déborde. Et ça veut dire qu'en tant qu'artiste, on met beaucoup de nous dans nos créations. En tant que romancière, on peut mettre un peu de nous sans que ça se voit vraiment lorsqu'on écrit des grandes épopées, mais on peut aussi mettre beaucoup de nous dans ce qu'on appelle tout ce qui est littérature intime, autofiction et ainsi de suite. Et je voulais parler d'Alice au Pays des Merveilles. Lewis Carroll, au départ, est un bègue. Il est issu d'une famille où il y a 7 enfants, les 7 sont bègues, les 7 ne trouvent pas leur place. Lui, il est, je crois, l'aîné. Et c'est parce qu'il ne trouvait pas sa place, parce qu'à l'école on le montrait du doigt, parce qu'il mettait un temps fou à parler, à finir une phrase, que il a écrit Alice au Pays des Merveilles, entre autres. Après, il y a eu des circonstances, mais ce que dit Alice au Pays des Merveilles, c'est que Alice, elle se sent pas à sa place. Elle est outre grande, outre petite, jamais là où on l'attend. Elle n'est pas assez bien élevée. Il y a toute la critique de l'Angleterre puritaine de l'époque, et c'est parce qu'elle ne trouve pas sa place que cette aventure d'Alice au Pays des Merveilles va avoir lieu. Et c'est parce que Lewis Carroll ne trouvait pas sa place dans la société qu'il a trouvé cette voie pour s'exprimer. Par exemple, c'est lui qui a inventé les mots valises. Vous savez, lui, il mettait tellement de temps à finir une phrase que, par exemple, un cochon vert, il appelait ça un verchon. Et c'est lui, après, dans la littérature, la contraction de 2 mots est devenue une formule de style. Donc voilà, je voulais juste dire que je ne sais pas si l'art soigne, mais l'art aide, et c'est parce qu'on déborde en tant qu'artiste qu'on crée. Oui, et c'est très juste, et c'est parce que beaucoup de gens pensent, à tort ou à raison, ne pas être à leur place, qu'ils sont subjugués, intéressés par Alice au Pays des Merveilles ou par Retour à Madison, parce que ça renvoie à des situations vécues ou des situations qu'ils auraient voulu ou pu vivre et qu'ils n'ont malheureusement pas pu vivre. Donc c'est ça qui est le côté convivial et généreux. Oui. Chantal, j'ai des demandes de parole ici, pardon. Hein. Alors juste un petit mot sur le livre de Sandrine Rodex, comme d'autres d'ailleurs. Diane dans le miroir, on peut le trouver ici bien sûr à la librairie Kléber, notre partenaire. Voilà un petit coup de pub. Et donc c'est toi qui voulais poser une question. Oui, bonjour. C'est pas vraiment une question, c'est plus un cas aussi. J'ai fait des études de cinéma, donc je suis en plein dedans. Et on m'a obligé, ça faisait partie de mon cursus, à regarder les œuvres de Frédéric Wiseman. Et son premier film, ça s'appelle Titicut Follies. C'est, à ma connaissance, un des seuls films sur la psychiatrie, un documentaire, parce que là on parle que de fiction, mais ça c'était un documentaire de 1967. Et il me semble qu'en 1967, corrigez-moi si j'ai tort, mais les conditions de détention, vu que là il parle en l'occurrence d'aliénés criminels, comme ils appellent. Et voilà, c'était des conditions absolument scandaleuses. La particularité de Frédéric Wiseman, c'était un ancien professeur de droit, donc quelqu'un de très très froid, qui voulait le moins possible intervenir auprès des gens qu'il filmait. Et un peu comme Fricks, en fait, on voit des criminels, des aliénés criminels qui ont donc commis des crimes, mais finalement il fait plus passer les institutions américaines pour des tortionnaires plutôt que les aliénés pour des gens dangereux qui c'est pas forcément de leur faute. Et donc voilà, je trouve que c'est un film encore plus fort que toutes les fictions qu'on a pu faire sur la psychiatrie, sur les fous, parce que là c'est pas de la fiction, là c'est de la réalité. Et voilà, c'est juste pour dire que ce film, je le conseille à tout le monde. Et voilà. Merci pour ce témoignage. On ne va pas répondre de façon professorale parce que c'était une belle démonstration de sensibilité de votre part. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Maintenant, la parole est à vous pour une trentaine de minutes. Oui, bien sûr. Merci. En 2 mots, je voudrais simplement vous signaler, vous vous rappelez, certainement beaucoup connaissent, le cas de l'artiste alsacien Schnuck. Son prénom ne me revient plus. Oui, merci, oui, Théo Schnuck. Théo Schnuck, vous le connaissez assez vraisemblablement, c'est lui qui a peint les salles qui sont au rez-de-chaussée du Kammerzel. C'est lui qui a peint
la voûte et même la salle entière au Königsbourg. Si je ne dis pas de bêtises, il a aussi peint l'intérieur d'un restaurant à Obernai sur la Grande Place. Il me semble que c'est lui. Et il y a aussi des assiettes de luxe associées. Donc, il y a, qu'est-ce que je veux dire encore ? Oui, alors il a aussi décoré le musée historique de Haguenau. Déjà, quand on est à l'extérieur, il y a des mosaïques à l'entrée qu'il a faites. Il me semble qu'il a fait aussi des vitraux qui sont dedans, en tout cas des fresques. Alors, Schnuck est un cas intéressant. Il a fait toute une œuvre historicisante, à la gloire, si vous voulez, de l'Allemagne ancienne, etc. C'était à l'époque allemande, et c'était un bon artiste. Mais il avait un défaut majeur, il buvait. Et il a terminé en buvant tellement qu'il il a fait du délirium très mince, et il avait été complètement ravagé. Alors il a terminé à Rouffach, à Stephansfeld, près de Brumath, et là, malheureusement, on n'a pas conservé les dessins qu'il faisait, parce qu'il a fait tout un tas de dessins qu'il donnait aux médecins, et pour différentes circonstances, les uns les balançaient, les autres les rangeaient, puis ça a été jeté plus tard, et de fil en aiguille, on possède très exactement un seul exemplaire de dessin qu'il a fait à cette époque-là. Ça veut dire que simplement, on a un cas intéressant d'un artiste qui avait fait d'abord une œuvre, je dirais, normal entre guillemets, et qui est devenu alors ensuite fou, par le délirium très mince et l'alcool, a terminé par faire des dessins. Si on ne sait pas que c'est le même homme, on ne se rend pas compte. Et c'est très dommage que cette collection s'est perdue, parce que c'était un des grands éléments qu'on pouvait ranger dans la catégorie de ce que vous signaliez pour Heidelberg. Donc les différents lieux que je vous ai dit sont visibles, et donc ça vous permet de situer le personnage. Merci. Merci. Madame. Bonjour à tous. Ma question va s'adresser à plusieurs d'entre vous. Vous avez parlé du côté génétique au niveau des artistes, de la souffrance, du plaisir dans la création et de la place dans la famille. Voilà, vous disiez que l'artiste a du mal à trouver sa place, donc c'est le trop-plein qui s'exprime. Donc je voulais savoir, dans une famille, quand il y a plusieurs artistes, quel est le rôle des parents ? Est-ce que ça a été un rôle positif ou est-ce que c'est un rôle négatif ? Voilà, merci. Chantal et Sandrine aussi, après sur les parents de Diane Arbus. Là, je vais parler donc pour moi. C'est parce que j'avais des parents qui ne m'ont pas permis de m'exprimer lorsque j'étais jeune que je suis devenue artiste. En fait, donc vraiment c'est mon exemple personnel. J'adorais les livres. Je voulais faire des études de lettres, mais j'étais issue d'une famille modeste qui avait été longtemps au chômage et qui l'était toujours d'ailleurs, et qui ne voulait pas donc que je cède à ces sirènes de la littérature qui ne mène à rien, ce n'est pas un bon métier, ma fille. Et donc j'ai fait des bonnes études, j'ai fait des maths, de la physique, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait prépa HEC, j'ai fait tous ces trucs-là. J'ai essayé de coller au moule pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait du marketing, je me suis habillée en tailleur, j'avais jamais les cheveux longs, je les accrochais toujours. Je voulais rentrer dans le cadre, c'est aussi pour ça que Diane Arbus m'a tellement touchée. C'est que c'était un cadre différent, mais toutes les deux, on était enfermées dans un cadre donné par la famille au départ, puis par la société, jusqu'à ce que j'ai un gros ras-le-bol, que je pousse un grand cri et que je me libère. Voilà. Et l'art m'a permis de me libérer pour pouvoir m'affirmer, mais ce qui est aussi l'âge adulte. L'âge adulte, à un moment donné, c'est de casser le lien avec la famille, avec les dictates ou les désirs, les ratés qu'ils projettent sur nous pour qu'on réussisse, nous les enfants, là où la famille n'a pas réussi, et prendre en main sa propre vie. L'art permet ça, et donc on rejoint la question de la liberté et de l'affirmation de soi à travers l'art, moyen d'expression. Merci. Et Chantal Poulain sur le rôle des parents. Alors le rôle des parents, je vais reprendre un exemple concret d'un analysant de 30 ans que j'ai actuellement, qui m'a autorisé à parler de son cas, et qui a fait des études. Il a un QI exceptionnel,
issu d'une famille de gens de très haut niveau, intellectuels, dans la médecine, grandes écoles. Et il a eu une excellente éducation, brillant dans toutes ses études, et pour ensuite faire une école d'ingénieur informatique, un monde voilà, et dans lequel il a craqué. Il a craqué, et enfant, il dessinait, il jouait. Enfin, il dessinait ou il jouait aux jeux informatiques, enfin les jeux vidéo. Et ce que je peux dire, c'est que dans sa famille, où tout le monde disait « mais je l'aime mon fils, mais je l'adore mon frère, mais le père, mais on l'aime, tout le monde l'aime ». Mais personne ne l'a écouté. Il n'a pas été entendu. Et ça, ce qu'il a créé, ses dessins, dans ses BD, dans ses personnages, il exprimait ce qu'il était, ce qu'il est, ou ce qu'il était, et surtout ses émotions. Ses émotions. Je pense que là, pour lui, ça l'a sauvé. Ça l'a sauvé de pouvoir exprimer ses émotions. Tout le monde pensait l'aimer. Il a fait une tentative de suicide. Il ne vit actuellement qu'à travers ce qu'il exprime, ses dessins, ses couleurs, ce sont des mangas japonais. Alors, on reprend les personnages, comme je disais tout à l'heure, pour voir ce qui lui appartient, son histoire, et on arrive à comment reconstituer son histoire émotionnelle et ce qui s'est passé au sein de la famille. Voilà. Merci. Oui. Ensuite, il y a une question Je ici. voudrais juste rajouter très vite aussi, que si on projette la sphère familiale à un niveau sociétal, l'art est aussi un moyen d'émancipation pour la femme. C'est aussi, on revient à Diane Arbus, mais pas que. Les pionnières de la photo, c'est 1850-1890, c'est Margaret Atwood, après c'est Tina Modotti, Dorothée Lange. Il y a plein de photographes femmes, plein de femmes qui se sont émancipées grâce à la photo. On peut aussi parler de Virginia Woolf, par l'écriture. Donc l'art est un moyen de s'affranchir de sa famille, mais aussi d'un regard de la société qui ne nous conviendrait pas. Bon, moi, je voulais juste dire deux choses. D'abord, je suis très content que mademoiselle ait pu réaliser son rêve en dehors de la famille. Moi, j'ai mis un peu plus de temps. Je m'en suis sorti à 46 ans. Et j'ai fait ce que je voulais faire, c'est défendre l'art brut. Ce que je voulais dire pour les jeunes aussi, c'est quoi que vous fassiez comme étude, faites ce que vous avez envie, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Si vous y croyez vraiment, si vous l'avez à l'intérieur de vous, étude ou pas, vous vous en sortirez et vous accomplirez votre vie. Par rapport aux artistes d'art brut dans la famille, alors il y a une position qui était avant la famille, quand il y avait quelqu'un qui était, on va dire, différent, par correction, on le mettait assez de côté. Il y a eu beaucoup de créateurs dont les familles ont pratiquement brûlé toutes les œuvres, où on en gardait très peu, pour ne pas dire qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est différent, dans les villages, comme ceci ou comme cela. Il y a juste un village en Allemagne où il y avait un artiste allemand qui s'appelait Stefan Holzmüller, qui était un petit peu simplé et qui était protégé par le maire, parce qu'il disait que d'avoir quelqu'un d'un peu différent portait bonheur au village, alors que les villageois étaient hostiles. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, dans les familles où il y a, je ne parle pas d'art-thérapie, ça n'a rien à voir avec l'art, de ceux qui avaient été créateurs, les familles maintenant, entendant parler de l'art brut et le considérant et étant montré dans les musées, ça valorise un peu l'enfant qu'on ne valorisait pas au sein des familles. Mais à une époque,
pas trop lointaine, on mettait tout cela de côté. Et ce phénomène de mettre de côté, on l'a actuellement au Japon. Il y a beaucoup de créateurs, beaucoup d'autistes, évidemment il y en a hélas malheureusement trop, au Japon, qui sont dans des ateliers, et les familles les mettent dans les ateliers pour ne pas les avoir à la maison. Alors les créations sont montrées dans le monde entier à travers des expositions itinérantes, Lausanne, Villeneuve-d'Ascq et d'autres musées ou d'autres des expositions, mais les personnes ne veulent pas vendre parce que c'est quelque chose de familial. Ça appartient à la famille. Bon, il faut penser à la culture japonaise qui est toujours ancestrale et basée sur des réflexes anciens qu'on n'arrive pas à changer. Et pour eux, certains dessins, ça fait partie un peu comme ils les mettent à côté de l'autel des ancêtres. C'est pour eux, ça peut être montré, mais ça ne peut être pas partagé en les commercialisant pour la plupart. Mais aujourd'hui, on arrive à ce que les familles qui ont des enfants, qui ne sont pas traités, ceux qui sont traités, c'est pas de l'art. Madame Pijodier le disait aussi, là, les médicaments, c'est comme les Américains. Vous savez, les Américains, à un certain moment, au lieu d'avoir un chat ou un chien ou quelque chose, ils ont un tigre dans le salon, ou un buffle ou un lion, parce que ça fait chic, évidemment. Ça fait toujours chic, ça prend de la place, mais ça fait chic. Et c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, ces bestioles? Ils les bourrent d'hormones pour qu'ils ronronnent comme un chat. Et c'est un petit peu la même chose pour les créateurs. À force de médicaments, la création est totalement absente à l'heure actuelle. Elle est sympathique, elle est belle, elle est jolie, mais ça, des ateliers d'art-thérapie, vous en avez plein à travers le monde, et il y a très très peu, à part peut-être le Creative Growth Center qui a sorti Judith Scott et Don Miller et des gens comme ça, mais il y a très très peu d'artistes qui arrivent à s'élever à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on a... Merci. Olivier, est-ce qu'on peut prendre une question On prend une question dans la salle. Merci. Alors moi, il y avait juste quelque chose qui me manquait un petit peu, c'est la définition d'art et d'artiste. Parce que c'est quelque chose de très compliqué, de qu'est-ce que c'est que de l'art, qu'est-ce qui n'en est pas. Et je me demandais si justement la folie ne faisait pas partie d'une de ces variables qui permettent de distinguer ce qui est de l'art et de ce qui n'en est pas. Et la deuxième chose, je me demandais aussi qu'à un moment donné, on parlait, donc les artistes disaient qu'ils mettaient beaucoup de eux, de leur personnalité et donc finalement de leur différence dans leur production. Est-ce que finalement, en exhibant un peu de soi sous forme d'art, on ne passe pas finalement pour quelqu'un de différent et d'étrange, parce qu'on montre toute notre subjectivité, tout ce qui fait qu'on est unique et qu'on n'est pas les autres. Merci. Sur la question de la définition de l'art, j'ai envie d'entendre Monsieur Mandel. Le généticien. Madame... Volontairement le généticien. Oui, non, ça devrait être Madame Pijodier, mais on pourrait citer Marcel Duchamp, qui disait que voilà, l'art c'est ce qui est fait par un artiste, et donc s'il a signé un urinoir, ça devient quelque chose qu'on expose dans les musées. Bon, la définition de l'art brut, c'est la seule que je peux donner. Pour le reste, Madame Pijodier sera plus compétente. L'art brut, c'est l'art créé hors de tout conditionnement culturel et de tout conformisme social. Ça, c'est la définition même de Jean Dubuffet pour l'art brut. Hors de tout conditionnement culturel et conformisme social. Chacun a sa définition. Oui, je veux rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Mandel. Si c'est un artiste qui dessine un urinoir, ça devient une œuvre d'art. En contrepoint, je voudrais juste rappeler cette fameuse phrase de Marx qui disait que cacatum non est pictum. Donc, il y a quand même à relativiser là aussi. Mais je crois que ce qui est le propre de l'art, c'est de partager le grain de folie qu'il y a potentiellement dans le vivant, dans chaque être humain. Et une des plus belles définitions de l'art, Godard l'a dit, la culture c'est la règle, l'art c'est l'exception. Et l'exception c'est aussi être rebelle, impertinent, c'est être contre le point de vue puisque je parlais de Marx, constipé du cliché, n'est-ce pas? Et il me semble que c'est aussi la capacité, soit avec la génération contemporaine, soit plus tard. Combien y a-t-il d'artistes qu'on dit maudits avec toute cette vision romantique, mais qui est trop facile et commode aussi, soit avec des générations futures, la possibilité, la fenêtre ouverte d'un partage convivial et fraternel. Et une des plus belles définitions de l'art, c'est d'être idiotiquement particulier,
mais en même temps d'avoir une portée universelle. Et l'universel, c'est le local, le singulier, sans les murs de l'asile, sans les murs des clichés conformistes, sans les murs de la bien-pensance conformiste. Voilà. Madame Pijetier. Alors bon, en deux mots, hein, pour continuer avec Duchamp. Duchamp a dit aussi, celui qui est artiste, c'est celui qui dit qu'il l'est. Voilà. Ça, c'est un point. Non, mais au-delà de ça, l'art, c'est effectivement donner forme à des mondes intérieurs pour les autres. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, dans l'art, il y a celui qui crée et celui auquel s'adresse l'art. Et bon, on pourrait continuer à l'infini. Vous parliez de l'artiste maudit. L'artiste travaillait sur commande jusqu'au 19e siècle. Puis cette figure de l'artiste individuel s'est dégagée. Et il a donné naissance à une utopie, je m'arrêterai là, qui a été énoncé par Beuys notamment, mais aussi par beaucoup d'autres qui disaient tout homme est artiste et il importe à chacun de libérer la part de créativité qu'il porte en lui. Et c'est dans ce contexte-là, entre autres, que l'on s'est intéressé à l'art brut. Merci. Merci. On prend une question dans la salle. Oui, j'en ai même deux ici. Hein. Alors, c'est pas vraiment une question, mais plus une réflexion. C'est Kubrick qui avait fait, quand il avait fait le film Shining, il avait ordonné à toute son équipe de tournage de n'adresser aucun mot à l'actrice principale pour qu'elle en devienne vraiment folle. Personne ne lui a dit que c'était le mot d'ordre. Donc elle pensait vraiment que toute l'équipe la snobait et que personne ne voulait lui parler. Du coup, Kubrick a voulu exploiter cette folie qu'elle a commencé à développer comme personne ne lui parlait. Et on peut se poser, on peut trouver ça intéressant, mais on peut aussi se poser une vraie question d'éthique. Est-ce qu'on peut vraiment rendre fou quelqu'un pour après exploiter son talent? Alors. Merci. Qui souhaite répondre à cette question? Est-ce qu'on peut rendre quelqu'un fou pour exploiter son talent? La démarche de Diane Arbus rejoignait parfois cet axe-là. Lorsqu'elle faisait des photos, elle mettait des heures et des heures à photographier la personne à qui elle avait donné rendez-vous, parce que ce qu'elle attendait, c'est justement qu'elle lâche prise et qu'elle soit dans cet état où il n'y a plus de défense. Donc si le malaise parfois peut être le moment où on est nu, où on est fragile. Par exemple, il y avait des séances qui duraient 3 heures, 4 heures. Elle arrivait dans un hôtel pour faire par exemple Mae West, l'actrice américaine. Dans sa chambre, elle lui a demandé de poser sur son lit et elle l'a photographiée pendant des heures et des heures. Et évidemment, au bout d'un certain nombre d'heures, l'actrice est fatiguée, elle transpire, elle est de mauvaise humeur, elle commence à étouffer. Et c'est évidemment ce cliché qu'elle a gardé. C'est une commande pour un magazine, pour le Harper's Bazaar à l'époque. Et c'est ce cliché qu'elle a gardé. Et elle a eu en tout cas une lettre d'avocat de l'actrice qui ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle avait montré ça alors qu'il y avait sans doute des clichés où elle était moins fatiguée. Donc oui, parfois, l'artiste met dans une situation qu'il recherche pour avoir le résultat râpeux et qui sort des cadres. Encore deux éléments de réponse à votre question, une par Chantal Poulain et une sur le cinéma spécifiquement par Farouk Gounaltaï. Alors, on fait juste vite. Merci, oui. Non, mais parce que j'ai encore des questions ici et on doit passer à la prochaine table ronde dans pas longtemps. On vous écoute. Alors, oui, moi, par rapport à la notion de folie, justement, on essaie de définir l'art. Je m'interrogerai ou je vous inviterai à vous interroger sur ce qu'on appelle la folie. Pour les psychanalystes, ce sont des histoires singulières de chacun. Il n'y a pas, pour les psychiatres, oui, on parle de folie. Voilà. Et puis, ce que je n'ai pas évoqué, c'est ce que projette ou crée l'artiste, enfin, l'autre, un autre. C'est une partie de son monde inconscient, et ça, c'est à décrypter en analyse. Mais
Qu'est-ce qu'un flou pour un analyste? Alors, Farouk Bounaltaï. Oui, sur le cinéma. Alors très vite, merci Nadia. C'est une excellente question de notre ami dans la salle. Kubrick était quelqu'un qui avait des méthodes très despotiques, si vous voulez, mais il n'était pas le seul. Alors un exemple people, pour Eyes Wide Shut, il ne savait pas que c'était un mariage de convenance pour l'extérieur entre Tom Cruise et Nicole Kidman, et pour créer de la tension nécessaire à la réalisation du film, eh bien, il avait trouvé un hôtel à 20 km de distance pour chacun des deux, pensant que ça créerait une telle tension qu'il pourrait l'utiliser lors du tournage. Alors que ça arrangeait les affaires et de l'une et de l'autre, puisqu'il n'était marié que par conformité par rapport au regard très puritain qui était encore en vigueur dans la société américaine. On peut donner l'exemple aussi de Hitchcock, qui a été terrible, notamment lors du tournage des Oiseaux, ou de Werner Herzog pour Fitzcarraldo. Et là se pose une question réelle. Est-ce qu'on peut le faire? En tout cas, c'est fait. Et ça n'empêche pas la dimension géniale ou artistique de l'œuvre qui en est créée. Mais il y a évidemment la question de la limite. Ça me fait penser, au-delà du cinéma, mais c'était une campagne publicitaire. C'était Benetton qui avait publié pour vendre des produits des images de personnes malades, agonisantes, malades du sida. Et il y avait eu dans Libération de l'époque, je m'en souviens, cette phrase terrible comme une gifle cuisante, pendant les ventes, l'agonie se poursuit. Alors là, évidemment, je pense qu'on ne peut pas, en tout cas, adhérer. Et il y a d'autres exemples. Mais il faut évidemment éviter le piège de l'ordre moral, entre guillemets, victorien, quoi. Merci beaucoup. Alors, il y a une toute dernière question dans la salle. Oui, bonjour. Je me demandais à partir de quel point peut-on être considéré comme anormal? Alors là, on en parle durant toute cette semaine, mais peut-être que quelqu'un a envie de répondre. Oui, Monsieur Mandel. Jean-Louis Mandel, encore une autre réponse, et puis après on passera tout doucement. Moi, je dirais que la réponse, c'est regarder la vidéo de l'extraordinaire conférence de André Comte-Sponville qui sur notre chaîne YouTube, hein. Qui a été, je crois, mardi, oui, ou mercredi, parce que c'est là qu'il y a pas une réponse, une réflexion qui est claire, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'il a distingué l'anormal de l'anomalie, et que quelqu'un qui est différent de 99% de la population, soit parce qu'il est très très grand, ou parce qu'il a un talent musical, ou il sait dessiner dès l'âge de 5 ans comme Picasso ou autre, voilà, c'est anormal, mais ça n'est pas anormal au sens de l'anormalité qui pose un problème dans la vie de tous les jours, et où il y a une souffrance. Donc je crois que c'est peut-être là, dans cette question de la souffrance liée à la particularité, que peut-être on peut se dire à un moment que effectivement ça devient anormal, parce que ce n'est pas normal de souffrir autant. Oui, donc une conférence à retrouver sur la chaîne YouTube du Forum européen de bioéthique. Excusez-moi. Oui, on va terminer la table ronde. Il est l'heure, parce que le prochain débat commence dans peu de temps. 2 points d'actualité. Dans le premier point d'actualité, dans le prolongement de la conférence que nous venons d'avoir, il y a une expo du buffet qui commence à Bâle, à la Fondation Bayler, le 31 janvier. Deuxième point d'actualité relatif à l'engagement de Farouk Bounaltaï à l'Odyssée. Je vous laisse l'annoncer. Oui, merci. Je disais que le propre de l'artiste est d'être un révolté et d'être impertinent en permanence. Ce soir, nous avons une soirée de solidarité avec 2 journalistes qui sont emprisonnés et qui risquent la prison à vie en Turquie, tout simplement parce qu'ils ont exercé leur métier de journaliste libre et indépendant. Leurs épouses seront là. Il y aura un débat avec un ancien juge à la Cour européenne des droits de l'homme, Reza Tülmen, le président de l'Odyssée, ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, et Dominique
Jung des Dernières Nouvelles d'Alsace. Donc l'entrée est libre, on ne gagne pas d'argent, mais on y gagne du cœur et on soutient des gens qui luttent pour la liberté. Merci Farouk, il faut le faire. Merci à vous tous. 20h20.